Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Montichiari la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Guadeloupe, actualité. Charles Nicolas, l'ex-bâtonnier est donc écarté du barreau de Guadeloupe pour une durée de 6 mois. Pour rappel, il est mis en examen pour escroquerie, une escroquerie à hauteur de 11 millions d'euros a priori. Le député Bilongo s'est rendu ce matin sur le BIC à résistance au CHU de Pointe-à-Pitre. Pour ce membre de la NUPES, il est important de venir sur place constater la réalité de terrain. Un mois après l'annonce de la réintégration des personnels de santé par le gouvernement, aucune mesure concrète n'a été prise. Regardez. En tant que parlementaire, on a un devoir de contrôle. En tant que membre aussi du SPF, Santé publique France, c'est important de visiter des hôpitaux et pour avoir un réel constat. Parce qu'on se réunit de façon trimestrielle, on a différents chiffres nationaux et il faut savoir que la Guadeloupe c'est la France, il faut aussi récupérer des éléments, discuter avec les soignants, voir l'état des hôpitaux pour avoir un réel constat. Ça nous a dit qu'on bon, nous allons nicher. Chaque fois que nous sommes nichés, nous avons nos résultats. Nous avons bien dit, nous sommes très fermes à ces positions. Nous ne pas voler, nous ne pas tuer, nous ne pas casser, nous ne pas prendre. Donc nous ne pas ni sanctionner nous. Sanctionner sans possibilité de contestation, sanctionner sans l'argent, sans perspective, sans rien. Donc c'est pour ça que nous avons bien dit, comme ça, que nous avons réclamé, nous avons exigé et nous avons obtenu une réintégration, nous, indemnisation à tout l'argent que nous payons et paiement à tout préjudice que nous subissons. Et c'est des conditions de reprise de négociation, de réintégration que nous demandons les établissements publics, nous demandons les établissements privés, nous demandons l'État à nous négocier les conditions de réintégration parce que le crime là qu'ils ont fait là, contre les malades, contre les soignants, contre le service de santé, bien évidemment, il faut réparer. Et donc c'est pour ça que nous doublons, c'est pour ça que nous déterminons, c'est pour ça que nous encore une fois remercier la population pour la qualité de solidarité qu'elle a apportée nous depuis pratiquement un an et demi. Et ça, ces messages-là, ça nous vient des députés là. Vous représentez l'État français, vous représentez l'institution française, vous représentez le droit français qui joue précisément qu'il y a piétiner tout droit, les droits humains, les droits, le droit médical, le droit à la vie, les statuts généraux des fonctionnaires, le code du travail, ils ont qu'à piétiner tout ça, nous avons République, liberté, égalité, fraternité. Donc, il faut réparer, encore une fois, toute faute que je fais. Et c'est pour ça que nous devons toujours. Quand je viens écouter les gens, pour écouter ce qu'il se passe et ce qu'ils vivent. Et depuis tout à l'heure, j'ai des témoignages réels. Des témoignages réels et profonds. Et à l'Assemblée nationale également, j'écoute aussi des parlementaires qui sont des Outre-mer, qui défendent le sujet corps et âme. Mais moi, il fallait que je vienne ici, écouter cette énergie, voir cette effervescence. C'est comme ils l'ont expliqué ici, le BIC est un lieu particulier. J'ai évoqué, moi, que leur résistance est surnaturelle. Je ne sais, encore une fois, je répète, je ne sais pas quel endroit en France, dans l'Hexagone, des personnes auraient pu résister face à une telle oppression. C'est impossible, inconcevable. Et venir sur place, écouter ces résistants, me donnera encore plus de force pour les défendre. Vous n'imaginez pas, j'avais moi les éléments uniquement par vidéo, uniquement par message interposé. Il faut venir sur place constater. Il faut venir sur place pour ensuite mieux interpeller. Et c'est mon objet de mon passage. Un reportage signé Olivier Félix. Et notez que le président Emmanuel Macron et le ministre de la Santé François Braun étaient à Vendôme dans le Loir-et-Cher pour évoquer les difficultés d'accès aux soins en France, qui compte de nombreux déserts médicaux, et la Guadeloupe figure parmi eux d'ailleurs. Et pour que les médecins accueillent plus de patients, eh bien le gouvernement entend leur libérer du temps par la délégation d'actes et le recrutement de 10 000 assistants médicaux. Des annonces qui ne rassurent pas certains professionnels de santé qui craignent une catastrophe dans la médecine de ville après effectivement le naufrage de l'hôpital public. Et à noter également qu'Elisabeth Borne, Première ministre, présentera demain la feuille de route de son gouvernement et un agenda législatif pour répondre aux attentes des Français.
Et suite à l'expulsion d'un agriculteur à Morne-à-l'Eau, le collectif de défense mobile monte au créneau. Les membres se sont rendus à la SAFER qui revendique l'appartenance du foncier occupé. Regardez. Alors je là, nous devons la SAFER. Nous devons la SAFER parce que ça fait longtemps qu'elle nous a dit qu'il y a des gros problèmes fonciers en Guadeloupe. Il faut nous commencer par là. La SAFER, c'est parmi les plus gros propriétaires terriens en Guadeloupe. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a des bitins qui ont fait et qui étaient faits depuis bien avant et qui ont continué à répertorier à ces coins-là. Là, nous venons accompagner des gens qui, assis des terrains que la SAFER a revendiqué et que par conséquent, c'est là depuis nan. Là, nous venons garder qui nous trouver une solution. Mais très récemment, nous venons tomber effectivement si un jeune à Morne-à-l'Eau, qui effectivement ni un certain nombre d'hectares de terre qui a été cultivé, qui était un compromis avec la SAFER et qui a travaillé terrain là ça et là il a venu trouver avec tout terrain là qui pratiquement écrasé elles vont démolition effectivement diligentée par la SAFER et il a venu trouver elles vont décision de justice une décision à dans procédure en référé qui a effectivement confirmé expulsion aïe là compte tenu que il a dit nous que était un compromis avec la SAFER pour qu'il remette terrain là ça à disposition aïe nous venons demander compte à la SAFER à ce ça qui a passé. Nous avions comme ça se fait de temps en temps nous rencontre avec monsieur Kiaba pour évoquer les différents dossiers d'occupation des membres de son collectif sur le terrain de la SAFER. Alors c'est vrai que comme vous savez, en Guadeloupe, on avait une culture d'occuper les espaces publics ou parfois privés aussi. Et nous, on est dans une dynamique de régulariser les dossiers comme fait l'État ou les 50 pages juridiques. Toujours à l'amiable. Et c'est vrai qu'on devait traiter 8 dossiers. Et puis ce matin, il y a un dossier où il y a une décision de justice qu'on a dû appliquer. Il est venu avec ce dossier-là et voilà. Donc en fait, on n'a pas reçu les gens le recevoir, malheureusement, et on a perdu du temps. Voilà. En tout cas, nous, le dossier qui a été évoqué, c'est un dossier où il y a une décision de justice qui a été rendue. Et la SAFER, comme toute structure publique, on exécute les décisions de justice, ce qu'on a fait. Un sujet de Michel Depape. Loïc Tonton, maire de Désirade, est le premier président du groupement d'intérêt public dédié aux sargasses. Créé en janvier dernier, l'organisme vise à coordonner les politiques publiques en termes de prévention, ramassage, stockage et valorisation des algues brunes. Regardez. Je suis content de cette désignation, bien évidemment, mais c'est surtout, je dirais que c'est surtout un détail pour les sargasses de la Guadeloupe. L'idéal, c'est surtout travailler en communion avec tout le monde, avec le CA, avec toutes les communes de Guadeloupe, afin de pouvoir lutter au maximum contre l'évasion de ces sargasses. Bien évidemment, pour notre population qui sont confrontées depuis déjà une bonne dizaine d'années. Donc, moi, je me réjouis surtout qu'on puisse déjà avancer, mettre les marches d'escalier pour que nous puissions arriver vraiment à se battre contre ces sargasses pour toute la population guadeloupéenne. Mais bien évidemment, dans l'action, puisque comme la population qui attend de l'action, nous aussi, nous les élus, nous voulons de l'action. Je l'ai dit, ça fait déjà plus d'une décennie que nous sommes impactés. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de tergiverser. Il faut vraiment être dans l'action. Et plus nous sommes dans l'action rapidement, plus nous pourrons solutionner cette problématique sargasse au niveau des côtes de la Guadeloupe. À titre d'information, le SMO, pour que l'État puisse être aux côtés de nous, les collectivités, nous avions l'obligation de créer ce GIP, le groupement d'intérêt public, puisque autrement, ce n'était pas possible. L'État n'a pas forcément vocation à intervenir, mais il n'a pas la possibilité d'intervenir au niveau du SMO. Donc nous avons créé ce GIP pour que l'État puisse être à nos côtés. Et d'ailleurs, nous avons voté que l'État soit à 80% au niveau des financements aux côtés des institutions de Guadeloupe. Les sargasses me tiennent à cœur lorsque je vois la population qui souffre tellement de cette prolifération. C'est vrai que depuis, je dirais, mon arrivée avec mon équipe aux affaires depuis 2020, j'ai mis beaucoup d'énergie et je compte vraiment continuer à mettre beaucoup d'énergie de façon à solutionner au maximum cette prolifération qui pose à tout le monde un problème. Et bien évidemment, le plus important, c'est la santé publique, qui a un impact aussi économique, environnemental. Et je pense qu'on est attendu sur tous les points. Et je viens avec toute l'énergie nécessaire pour solutionner cela, avec mon équipe bien évidemment autour de moi.
La Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe organisent la semaine de la transmission reprise d'entreprise. La cession d'activité est encore tabou en Guadeloupe et les seniors ont du mal à placer le flambeau. Il faut donc faciliter la mise en relation avec des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Regardez. L'objectif est de sensibiliser sur la transmission reprise d'entreprise puisqu'il y a un enjeu majeur en matière d'emploi. D'abord, maintien de l'emploi pour les personnes qui sont salariées des entreprises ACD et puis aussi peut-être création d'emplois pour des jeunes qui souhaitent créer une entreprise et qui pourraient envisager éventuellement d'en reprendre une plutôt que de partir de zéro. C'est exactement l'enjeu du séminaire puisqu'il y aura un atelier notamment sur le financement de la reprise d'entreprise. Donc certes, ça peut paraître plus compliqué, notamment en termes de temps, notamment sur un aspect psychologique qui va être aussi abordé, mais en même temps, ça peut aider à partir sur une activité qui fonctionne déjà et qui a déjà fait ses preuves. Donc, le séminaire est justement là pour donner toutes les astuces pour la création de son activité à travers la reprise d'entreprise. L'étude a surtout montré que c'est un sujet assez tabou, donc c'est difficile d'avoir des données très concrètes sur la volonté de céder une entreprise ou d'en reprendre une. Par contre, ce qu'on peut dire toujours sur l'emploi, c'est que les chefs d'entreprise de plus de 50 ans représentent 68% de l'emploi salarié. Donc ça, c'est quand même un enjeu majeur. Ensuite, on a aussi un panel de chefs d'entreprise de plus de 55 ans qui représentent à peu près 15 000 entreprises. Donc tout cela montre qu'on subit le vieillissement de la population et du coup, il y a un intérêt majeur à inciter fortement à la reprise d'entreprise plutôt qu'à la création nouvelle, notamment pour cet aspect de salariat. Et des lycéens de Bainbridge ont procédé ce matin à la replantation d'arbres dans la zone marécageuse de Golconde aux Abîmes où l'on se rend tout de suite. La ville des Abîmes, c'est inscrite, je dirais, dans le développement durable et donc et préserver aussi la biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes à Golconde, en zone humide, au niveau de la forêt marécageuse. Avec les lycéens, nous allons procéder à la replantation des arbres qui vivent dans le milieu, je dirais, milieu marécageux, et donc de manière à faire en sorte que nous puissions préserver la forêt, préserver la zone marécageuse, parce que c'est très important pour le développement humain et aussi pour au niveau de la biodiversité. Et comme on dit souvent, l'arbre, c'est la vie, quoi. Donc, on ne peut pas avoir de vie sans arbre. Nous contribuons aujourd'hui pour sauver la forêt marécageuse. Le rôle du manque de médaille, c'est de permettre de restaurer des espaces qui vont permettre de jouer écologiquement la fonction qui était celle qui était initialement prévue, en fait, fonction de service. Parce que planter du mangue de médaille, c'est non seulement essayer de prévenir les problèmes justement d'inondation qui peuvent atteindre des zones urbanisées, mais aussi, pourquoi pas, les tsunamis, et en même temps jouer ce rôle tampon qui était le sien, en fait, entre la partie terrestre et la partie marine. Moi, c'est quand même la reconstruction de la nature par rapport à la civilisation. Comme nous avons détruit quand même beaucoup d'arbres pour sur nos maisons, donc c'est super. Et c'est super aussi pour en cas de catastrophe, tout ce qui est tsunami, comme ça, on a une protection. C'est un arbre qui est menacé à cause du changement climatique, mais menacé aussi à cause des activités humaines qui impactent beaucoup la partie terrestre. Donc c'est une plante qui est prise en étau entre la mer, en fait, les problèmes d'inondation, l'augmentation du niveau de la mer, et les activités terrestres qui provoquent un peu sa régression. Effectivement, depuis 2014, décembre 2014, nous avons adhéré à cette charte auprès du parc national, et nous menons des actions ensemble, notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes au niveau de nos zones humides, au niveau du territoire de la ville des Abîmes. Et on reste aux Abîmes, mais cette fois pour le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un immense plaisir aujourd'hui pour nous, la ville des Abîmes, une grande ville pour laquelle aujourd'hui c'est une obligation depuis la loi du 5 mai 2007 d'avoir un CLSPD au sein de son territoire. Le CLSPD a été mis en place en 2017, première plénière. Malheureusement, il y a eu la crise Covid, mais cela n'a pas empêché au service de la ville, les médiateurs sociaux, bien évidemment les GLP de se mettre en place. Nous avons continué à œuvrer, bien évidemment, dans le cadre de la prévention de la délinquance,
Aujourd'hui, 21 avril, nous mettons en place notre nouveau CSPD avec une nouvelle gouvernance parce que il faut savoir que la gouvernance a changé par rapport à l'élection de 2020. Je vois que le dernier conseil à s'être réuni remonte à plusieurs années, il y a de nombreuses années. Mais entre-temps, tout le monde n'est pas resté inactif, loin de là. Et c'est aussi l'occasion de le constater, de voir qu'il y a des actions, de belles actions sur le terrain. C'est important de les connaître, c'est important qu'on se connaisse, qu'on sache qui fait quoi. C'est important de travailler ensemble aussi, d'être complémentaires. Et effectivement, le bilan de ce CLSPD, pour moi, c'est de constater que sur le terrain, ici aux Abîmes, il y a des belles choses qui se font. On compte toujours beaucoup sur la justice pour traiter la question de la délinquance, ce qui est normal, c'est notre métier. Mais on traite encore mieux la délinquance quand on travaille mieux sur la prévention de la délinquance. Et pour le coup, la prévention de la délinquance, c'est l'affaire de tous. C'est vrai, j'ai abordé tout à l'heure les chiffres de la délinquance. On a plutôt des résultats qui sont favorables sur la commune des Abîmes. Mais en fait, au-delà des chiffres, je crois qu'on a des préoccupations qui sont très importantes. On l'a dit, les violences avec armes, la prostitution, les violences intrafamiliales et la sécurité routière également. Et donc, le fait de travailler en partenariat, c'est savoir s'écouter. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui de manière importante. C'est savoir se réunir pour travailler ensemble. Parce qu'en fait, travailler sur la sécurité, ce n'est pas qu'une responsabilité de la police. On est effectivement un échelon important, mais c'est surtout le travail en partenariat. Et c'est un beau témoignage du travail qu'on peut faire ensemble pour lutter contre la délinquance. La prévention de la délinquance, c'est l'affaire de tous. Que par le biais culturel, que par le biais sportif, nous sommes tous concernés par la prévention de la délinquance. Et aujourd'hui, c'est une politique phare du maire, l'animation de la vie sociale à travers les différents centres sociaux, comme j'aime à le répéter, mais aussi un accompagnement, et cela a été dit et martelé aujourd'hui, concernant le rôle des parents, le rôle de la parentalité. Comme un acteur l'a dit aujourd'hui, nous ne sommes pas nés avec la notion du parent. Nous n'avons pas été formés en tant que parents. Nous devenons parents avec les difficultés à l'ère du numérique. Tout devient complexe. Aujourd'hui, ce n'est pas la ville des Abîmes de son côté qui pourra résoudre le problème de la prévention de la délinquance. C'est ensemble que nous allons pouvoir le faire, avec les acteurs institutionnels et aussi les acteurs associatifs. Un reportage de Séverine Méritant. Et on adresse toutes nos félicitations à Sherry Jones, qui est la nouvelle lauréate du prix Carbet des lycéens 2023. C'est de la fierté parce que nous en sommes à la 22e édition et il faut le dire, c'est un concours qui réussit pour la jeunesse et qui réussit aussi pour les anciens, ceux qui ont enseigné et qui aujourd'hui gèrent encore cette manifestation. C'est une réussite parce que notre jeunesse lit. Les voir en plus s'impliquer dans la lecture de 5 ouvrages, y prendre plaisir, élire le meilleur ouvrage qui, moi-même je l'ai lu, c'est un ouvrage fabuleux. Je vous avoue que c'est une très belle expérience pour moi et que bien entendu, je mettrai toute mon énergie à faire en sorte que le lycée des droits de l'homme continue à porter cette manifestation et lui donne toute son ampleur. Je pense que c'est un concours, une compétition très très intéressante. C'est le moyen de mettre la littérature caribéenne à la portée de nos jeunes, de les exposer à cette littérature. Et c'est très rassurant de savoir que ce sont des jeunes qui nous élisent, qui choisissent le lauréat, puisque donc les jeunes représentent le futur, l'avenir. Donc c'est rassurant pour nous de cette compétition qui montre que la littérature caribéenne a encore de beaux jours devant elle. C'est important de valoriser la culture caribéenne parce que nous avons une histoire commune et nous sommes confrontés à des difficultés et surtout sociologiquement nous sommes confrontés à des mots que nous retrouvons sur tous les territoires de la Caraïbe. Et lorsqu'une écrivaine s'empare de ces sujets-là avec courage et quelquefois avec des mots durs, des mots crus, nous pensons que c'est une nécessité aussi pour l'évolution de nos populations, l'évolution de notre jeunesse et surtout l'ouverture d'esprit de notre jeunesse parce que ça contribue aussi bien sûr à guérir les mots. Literature not only reflects the society in which we live, it also can signpost the way to the future. So it helps. La littérature permet de montrer qui nous sommes et aussi nous permet de définir ce que nous pourrions être encore mieux. Donc c'est très très important effectivement que nous puissions présenter nos valeurs caribéennes et que nous puissions voir ensuite mettre en perspective comment nous pouvons encore améliorer les choses, comment nous pouvons être encore mieux.
to transmit some of our values, our traditions, our hope for the future in the form of storytelling. C'est important parce que c'est ce qui nous relie à notre environnement. La littérature caribéenne est très particulière. Elle nous ressemble, j'ai envie de dire. Elle nous montre à quel point nous, Caribéens, nous sommes véritablement un peuple, le peuple de la Caraïbe. Et je vous assure, pour moi qui l'ai lu, je ne peux que conseiller à tout un chacun de le lire. Je me suis retrouvée, je nous ai retrouvés. Et c'est un formidable ouvrage et c'est une formidable manifestation. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Raymond Liber, président de l'association Dia Productions, qui organise le 30 avril prochain le Music Live Family Garden Party, l'Insta Music Live Family Garden Party. Bonsoir Raymond. Bonsoir Harold, bonsoir à la Guadeloupe. Alors, est-ce que tu peux justement nous présenter ce concept d'Insta Music Live? En même temps, c'est en famille, c'est dans le jardin, c'est ouvert à tous. En fait, si tu veux, c'est l'aboutissement de quelque chose qui est né pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de faire des lives Instagram, donc l'Insta Music Live, toutes les semaines. Et pendant cet Insta Music Live, j'invitais des artistes du milieu gospel à pouvoir partager ce qu'ils avaient à offrir au monde. Et ça a pris de l'ampleur, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et du coup, on a décidé cette année de se voir en présentiel pour la première fois. Et on s'est dit, on va ouvrir le truc, on va inviter les familles, on va inviter l'ensemble de la famille. Donc, on a créé la Family Garden Party, qui est un événement qui regroupe toute la famille. Très bien. Donc, des petits concerts, finalement, c'était des petits concerts sur Internet? Ouais, en gros, c'était ça. Concrètement, c'était pas que des concerts, puisque on avait aussi des danseurs, on avait aussi des poètes, des slammeurs, des gens qui jouaient des instruments. Donc voilà. Concrètement, c'était un peu plus que des petits concerts, mais c'était surtout en fait un moment de partage, un moment où, puisqu'on était en plein confinement, on pouvait prendre des nouvelles de quelques personnes, faire des dédicaces, etc. Voilà, en gros, c'était ça. Bon. Maintenant, fini les écrans interposés. Exactement. On peut se retrouver effectivement dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et donc, on a décidé le 30 de ce mois-ci de pouvoir organiser donc la Family Garden Party. En gros, à 9h, il y aura un village, un mini-village, avec des exposants, donc des artisans, des entreprises, etc., qui présenteront ce qu'ils font en Guadeloupe. Et dans l'après-midi, à partir de 17h, il y aura bien sûr le concert où je présenterai ce que j'appelle les invendus de Mr. Ray. Voilà. Les invendus. Longue histoire, mais pour faire simple... Vas-y, dis-nous tout. Pour faire simple, je suis artiste du milieu gospel, issu du milieu gospel. On connaît notamment mon groupe Evodi, qui est un groupe qui tourne... plutôt bien sur la Guadeloupe, mais en tant qu'artiste, il y a des morceaux en fait que je n'ai jamais sortis, et ces morceaux-là, je les appelle les invendus. Et ça fait quelques années déjà que de temps en temps, en petit comité, je présente les invendus de Mr. Ray. Donc ça sera pour la première fois l'occasion de pouvoir présenter au grand public ce que j'appelle du coup les invendus de Mr. Ray. Voilà, tout simplement. Très bien, donc des exclusivités qui seront présentées à l'occasion de ce rendez-vous. Tu nous as dit que tout le monde est convié. Tout le monde est convié parce que le matin, il y aura vraiment beaucoup d'animations. Il y aura des balades en charrette, il y aura de quoi manger, des cassaves aussi, puisqu'on est à la cassaverie Ticabet à Duquesne Petitbourg. Donc voilà, il y aura aussi des jeux, des stands d'animation. Vraiment, il y aura vraiment pas mal de choses. Donc tout le monde est convié, du tout petit jusqu'à la mamie qui peut se déplacer et qui peut venir participer à ce moment pour la famille. Donc vraiment, le principe c'est en famille. C'est en famille, du début jusqu'à la fin. Voilà, on va non. Il y aura des jeux pour les petits? Oui. De quoi occuper les petits? Parce qu'il y a la musique pour les grands, mais est-ce qu'il y a de quoi occuper les petits? Il y aura des structures gonflables, donc voilà. Il y aura des jeux aussi, des jeux, des animations-jeux. Enfin bon, voilà, pas mal de choses pour occuper, que ça soit les petits, que ça soit les grands, que ça soit les moyens. Enfin, voilà, vraiment toute la famille, on a essayé de penser à tout. C'est la première fois, donc. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des petits couacs, mais on est sûr que l'ambiance en tout cas, il sera. Ah, exactement, tout le monde sera satisfait de cette journée à Duquesne, voilà. Donc le rendez-vous est donné, ce sera le 30 avril prochain, à partir de quelle heure et où exactement? Alors le village, c'est à partir de 9h, à la cassaverie Ticabet à Duquesne Petitbourg, et le concert live, c'est à partir de 17h. Donc vous pouvez soit venir à 9h, passer toute la journée, aller prendre un bain de rivière juste à côté, vraiment à 300 mètres,
ou encore venir un peu plus tard dans l'après-midi. Vous aurez le temps encore de voir les animations. Et puis à partir de 16h30, les animations vont s'arrêter et on va laisser place au concert à 17h. Très bien. Les places sont limitées ? Non, les places ne sont pas limitées, c'est totalement gratuit, libre d'entrée, libre d'accès. Il faut juste ramener de quoi s'asseoir, puisque c'est en pleine nature. Voilà. Donc vous amenez vos chaises, vous amenez vos plaids, enfin vos tapis, ce que vous voulez, et puis vous allez profiter du moment, tout ça. On n'emmène pas le casse-croûte ? Ben écoute, il y a la cassaverie. Il y aura aussi d'autres petites choses à acheter sur place. Donc oui, maintenant si vous voulez amener un casse-croûte, pourquoi pas. Vous pourrez gérer votre journée comme vous le sentez en fonction de ce que vous avez décidé de faire durant la journée. Merci beaucoup Raymond Libert. Je le rappelle, président de l'association Dia Productions qui organise donc l'Insta Music Live Family Garden Party. Ce sera le 30 avril prochain à partir de 9h à la cassaverie de Duquéry. Merci encore. Et on part maintenant pour la répétition du Freddy Hunter Tour. L'artiste effectivement mélange Kaladja, blues et reggae par exemple. Regardez. Alors, je vous invite tous à cet événement qui commence, le Freddy Hunter Tour, qui commence ce samedi 29 avril à partir de 19h. Et bien sûr, c'est un événement, c'est un mélange de musique de Kaladja que je pratique depuis une trentaine d'années, que je mélange avec du blues, du reggae, du rhythm and blues, enfin tous les styles de musicaux, courants musicaux venus d'ailleurs et d'ici. Ça fait une trentaine d'années que je pratique ce style de musique. Alors c'est très important, il y a dans la musique goka, il y a plusieurs rythmes. Et j'ai décidé de pratiquer ce rythme-là et de le faire le mariage avec toutes les autres musiques qui peuvent y avoir. Et si les gens qui seront là, ils vont découvrir à travers le Kaladja. On fait passer plein de musiques de l'extérieur, aussi afro-caribéen, de musique noire américaine. Et c'est un vrai mariage j'invite les gens à découvrir ce style, absolument. Freddy, nous swing avec guitare là, en lego en le Kaladja là. Et ça qui est important, et ça qui est moins merveilleux, c'est qu'il a exploré Kaladja. Il a exploré Kaladja dans toute dimension. On a évité les puristes, on a évité les gens qui fondamentalement disent dans Goka. De venir pour y vrai, parce qu'en fait, tambour en nous, pas de tête ni pont, frontière. Tambour là qui a traversé tous les horizons, tambour là pas de tête ni pont, frontière. Donc, c'est ce sens-là, ça que en venir pour moi contribuer avec Freddy aussi, parce que depuis longtemps, qu'on a observé, il y a un vrai, et qu'il est toujours à devoir, et que voilà, ça peut nous des belles débouchés, son musique qui peut déboucher, qui peut laisser au côté. Ce sera une bonne ambiance conviviale. Je vous invite tous mes amis, tous ceux qui connaissent le Freddyzard, je vous attends tous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.